Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence destinée aux troubles digestifs liés à la sclérodermie systémique. Je suis le professeur David Sédi, gastro-entérologue, professeur de nutrition, et donc je m'intéresse de longue date aux troubles digestifs dans cette pathologie. Alors, si vous voulez bien, on suivra un ordre logique qui partira de la bouche pour se terminer au niveau de la marge anale, puisqu'il est vrai que cette maladie peut retentir sur l'ensemble du tube digestif. Premier symptôme, c'est certainement, pour parler de la bouche, l'hypocyalie, c'est-à-dire le manque de salive, en sachant qu'il y a en soi un certain nombre de médicaments qui peuvent favoriser ce manque de salive. On peut citer les neuroleptiques, les morphiniques, les antalgiques opiacés, par exemple les phéralgan-codéinés, les antihistaminiques type Atarax, et puis des traitements qui sont fréquemment utilisés dans cette pathologie, les bêta-bloquants, alpha-bloquants, inhibiteurs calciques et les benzodiazépines type alprazolam et autres. On peut lutter contre cette bouche sèche, contre cette xérostomie. Il y a des chewing-gums sans sucre que tout le monde connaît. Il y a ce qu'on appelle des sialogogues, c'est-à-dire des substances qui vont favoriser la salivation telle que le surfarlème. Et puis il y a aussi un point intéressant constitué par des substituts salivaires. Je vous en ai mis quelques noms, entre autres les marques Bioxtra et Gum qui sont bien connues, avec l'importance de maintenir une hygiène buccale et bucco-dentaire irréprochable dans le cadre de cette maladie et d'avoir bien entendu au minimum une visite annuelle chez son dentiste. Hypocyalie, le deuxième symptôme auquel on pense dans la sclérodermie, c'est bien entendu malheureusement le quotidien de nombreux patients, c'est le reflux gastro-œsophagien. Reflux gastro-œsophagien qui peut être associé à différents symptômes, pyrosis, c'est-à-dire une difficulté à la digestion, une gêne épigastrique, des brûlures rétrosternales. Le reflux entraîne des régurgitations, changement de position quand on met la tête vers le bas, lorsque on s'allonge trop rapidement après un repas. Et ces symptômes peuvent être le signe d'une œsophagite également, c'est-à-dire d'une inflammation du bas de l'œsophage qui peut survenir parce que le contenu acide de l'estomac va brûler en quelque sorte le bas de l'œsophage, en sachant qu'on peut bien entendu avoir un reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire le passage du contenu de l'estomac dans l'œsophage, sans pour autant avoir d'œsophagite et de brûlure rétrosternale. Donc il y a des choses qui favorisent le reflux, la perte de poids, mais aussi la prise de poids excessive sont des critères favorisants. En l'occurrence, un contrôle du poids est certainement une bonne façon de contrôler son reflux. Éviter le tabac et l'alcool qui sont des facteurs qui vont aggraver ce reflux. Diminuer les trop grandes quantités de café, thé, chocolat et autres graisses qui vont avoir tendance à ouvrir le sphincter inférieur de l'œsophage. Et puis, c'est le b.a.-ba, porter des vêtements qui soient amples à la taille, plutôt pour les hommes, privilégier les bretelles que la ceinture, éviter la sieste postprandiale après le repas donc. Et puis le petit truc qui fonctionne bien, c'est mettre une cale sous les pieds de la tête de lit. L'avantage, c'est que si vous avez un conjoint, vous allez relever le plan du lit au niveau de la tête sans gêner votre conjoint forcément, et vous rajoutez un oreiller, ce qui vous permet de favoriser effectivement le fait que le contenu de l'estomac va y rester durant toute la nuit. Alors, vous connaissez bien les antiacides qui ont tous un effet transitoire. Il faut savoir que la plupart d'entre eux, Phosphalugel, Malox, Gaviscon, sont à prendre après les repas, qu'ils contiennent de l'aluminium et que cet aluminium, si il a un effet intéressant s'agissant du
pansement gastrique, il est aussi pourvoyeur de constipation, et on verra un peu plus loin que la constipation ou les troubles du transit sont un sujet extrêmement fréquent également dans la sclérodermie. Une mention spéciale pour l'ulcar, le sucre alphate, qui pour le coup lui est à prendre avant le repas, qui va tapisser la muqueuse œsophagienne et gastrique, et qui a un bon effet antalgique, qui est un médicament qui est ancien mais qui est certainement trop peu utilisé. Et puis bien entendu les incontournables inhibiteurs de la pompe à protons, vous savez, tous ces médicaments qui se terminent par zol, vous reconnaîtrez peut-être celui que vous prenez dans la liste qui est proposée, avec des formes ésoméprazole et lansoprazole qui sont pour le coup dispersibles et qu'on peut mettre dans un yaourt, dans une compote, sans avoir à prendre de comprimés. Alors, il faut savoir que ces médicaments sont tous gastro-protégés, et que si vous avez l'idée de les écraser, ils perdent de leur efficacité et privilégient à ce moment-là plutôt les formes orodispersible qu'il ne sera pas nécessaire d'écraser. Sachez aussi que, on va en reparler plus tard, ils ont une bonne efficacité sur la sécrétion gastrique acide, en général sur le reflux, mais qui ne traitent pas l'ésophage de Barrett, c'est-à-dire l'endobrachiosophage qu'on verra juste après. On peut associer à cela parfois des prokinétiques, c'est-à-dire des médicaments qui vont favoriser la vidange de l'estomac. On connaît le métoclopramide et le domperidone, Motilium et Primpéran, dont il faut rester circonspect dans l'utilisation, comme le recommandent aujourd'hui les agences nationales, qu'il faut utiliser à bon escient et certainement pas au long cours. Attention, je l'ai déjà évoqué, mais lorsque vous avez un reflux, c'est-à-dire un estomac qui va tendance à refluer dans l'ésophage, si vous avez un trouble du transit qui y est associé, vous allez forcément aggraver ce reflux, et trop souvent, on a tendance à se polariser uniquement sur l'aspect gastrique des choses, et bien entendu que si vous avez une constipation importante, ça va favoriser votre reflux, vos troubles de la digestion et peut-être donc les symptômes qui vont avec. Savoir aussi que lorsque vous doublez, lorsque vous triplez les doses d'inhibiteurs de la pompe à protons, comme va peut-être vous le demander votre médecin ou votre gastro-entérologue pour contrôler ce reflux, vous pouvez quand même avoir du reflux qui à ce moment-là ne sera plus acide mais sera alcalin. C'est-à-dire du reflux biliaire en particulier, qui est tout aussi agressif pour la muqueuse du bas de l'ésophage que le reflux acide. Alors il y a un truc qui consiste à ce moment-là à tamponner ce contenu alcalin en mangeant des cornichons. Tout ça pour dire que c'est anecdotique, mais que parfois des grosses doses d'inhibiteurs de la pompe à protons n'évitent pas le reflux, mais sachez qu'à ce moment-là, il est tout de même délétère pour la muqueuse de l'ésophage, tout de même pourvoyeur d'œsophagite, et que ça ne sert à rien d'augmenter davantage encore les inhibiteurs de la pompe à protons, puisqu'il n'y a plus de sécrétion gastrique acide à ce moment-là, mais peut-être de traiter efficacement une constipation. Alors, lorsque on a un reflux qui est réfractaire au traitement, lorsqu'on n'est pas parfaitement soulagé par les IPP, qu'on y est dépendant au long cours, qu'on a des régurgitations gênantes, même sous traitement, eh bien, on peut se poser la question d'une chirurgie du reflux. Et c'est vrai que quand les chirurgiens voient des patients atteints de sclérodermie, ils sont souvent extrêmement prudents avant de proposer une chirurgie qui consiste à faire une valve en quelque sorte avec un morceau de l'estomac et ce repli de l'estomac qu'on va faire autour du bas de l'ésophage pour augmenter la continence du bas de l'ésophage et mieux compartimenter le contenu de l'estomac, éviter donc que ça ne reflue. Pourtant, c'est certainement lorsqu'on a les examens qui prouvent, entre autres, un examen qui s'appelle l'impédancemétrie œsophagienne couplée à la pH-métrie, qui consiste à enregistrer dans l'ésophage les reflux durant 24 heures. Cet examen a la particularité de pouvoir conserver son traitement par inhibiteur de la pompe à protons, puisqu'il va reconnaître en même temps les reflux acides et les reflux alcalins, et donner des informations au médecin de savoir si effectivement ce reflux est incontrôlé et incontrôlable et justifie qu'on se pose la question d'une chirurgie.
parce qu'il est probable qu'un reflux chronique pendant de nombreuses années peut également retentir en cas de sclérodermie sur l'état respiratoire. Imaginez que si nuit après nuit vous avez des micro-inhalations, c'est-à-dire que le contenu de l'estomac passe dans les bronches, vous pouvez certainement participer à la dégradation de l'état respiratoire. Et c'est vrai que il peut y avoir de la fibrose pulmonaire dans la sclérodermie et que c'est certainement un facteur susceptible de l'aggraver. Voilà. Pour dire que ce n'est pas parce qu'un reflux est réfractaire au traitement médical qu'il faut absolument ne pas considérer une prise en charge chirurgicale, même si elle doit être prudente et très, très argumentée avant de se lancer. Alors, autre complication liée à l'ésophage, on a parlé du reflux, on a parlé de l'œsophagite. Eh bien, imaginez que quand il y a une attaque chimique de la partie inférieure de l'ésophage chronique, on peut constituer ce qu'on appelle une sténose peptique, c'est-à-dire un rétrécissement du bas de l'ésophage extrêmement régulier. Et sur cette image ici, vous voyez l'ésophage avec on ne se rend pas bien compte, mais un pertuis, c'est-à-dire un orifice extrêmement petit qui va bloquer le passage de l'alimentation et qui va nécessiter, parce que le patient devient dysphagique, c'est-à-dire que le contenu de l'ésophage n'arrive plus pour le coup à passer dans l'estomac, de réaliser des dilatations parfois itératives à plusieurs reprises, soit à l'aide de ce qu'on appelle des bougies, qui sont des tiges en matière plastique qui vont permettre de calibrer l'ésophage et de dilater l'extrémité de l'ésophage qui a été brûlée par l'acide, soit par l'intermédiaire de ballons, comme vous le voyez ici sur ce schéma, qui vont permettre d'élargir le bas de l'ésophage et de permettre un passage plus régulier des aliments jusqu'à l'estomac, avec encore une fois parfois la nécessité de redilater lorsque la sténose se reconstitue, parce que malheureusement, aux mêmes causes, les mêmes effets. Dernière complication liée à l'ésophage, c'est ce qu'on appelle l'endobrachyœsophage, EBO, ou l'ésophage de Barrett. C'est aussi avant tout la conséquence du reflux gastro-œsophagien qui va progressivement, comme vous le voyez sur cette photo endoscopique, changer la nature de la muqueuse du bas de l'ésophage. Vous voyez que sur les 3/4 ici de l'ésophage, la muqueuse apparaît un peu nacrée, brillante lorsqu'on regarde avec un endoscope. Et puis vous avez cette flamèche ici de muqueuse qui est plus rose et qui est finalement ce qu'on appelle de la métaplasie intestinale. C'est que lorsqu'on regarde au microscope, ça ressemble davantage à de la muqueuse d'intestin plutôt que de la muqueuse œsophagienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'endobrachyœsophage. C'est préoccupant parce que ça nécessite une surveillance endoscopique. Il y a des recommandations extrêmement précises à ce sujet, parce qu'une fois que l'endobrachyœsophage est constitué, il peut, avec le nombre des années, apparaître de la dysplasie modérée, et puis un beau jour de la dysplasie sévère, et puis si on n'y prend pas garde, le développement d'un cancer. Alors ça prend des années, bien entendu. Pour cette raison, on réalise une surveillance endoscopique pour voir s'il y a de la dysplasie ou pas, ce qui va permettre d'ajuster la fréquence des endoscopies. Et puis ensuite, effectivement, s'il y a de la dysplasie modérée, sévère, d'intervenir, bien entendu, bien en amont, avant que ça ne dégénère. Et on a maintenant, entre autres, des traitements par voie endoscopique, par l'endoscope, sans devoir opérer le patient, parce qu'il y a quelques années de cela encore, chez ces patients qui avaient un endobrachyœsophage avec de la dysplasie sévère, on était malheureusement obligé de les opérer, de leur enlever un morceau d'œsophage, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Donc un effet positif, encore une fois, des progrès de la médecine. Savoir que l'obésité et le tabac ont aussi une influence en favorisant cet endobrachyœsophage, et donc raison de plus pour contrôler son poids et arrêter le tabac, ce qui par la même occasion va diminuer le reflux chez les patients. Alors on a vu l'hypocialie, on a vu le reflux avec l'œsophagite, avec la sténose peptique, avec l'endobrachyœsophage.
descendons encore d'un étage pour se retrouver cette fois dans l'estomac. Et ce qui peut survenir, c'est une gastroparésie, c'est-à-dire que l'estomac du patient sclérodermique, avec le nombre des années, il va moins se contracter, il va moins bien se vidanger. Il va y avoir cette sensation de pesanteur post-prandiale après le repas, lenteur à la digestion, parfois des nausées désagréables chez les patients qui font prescrire des prokinétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le primpéran, le motilium, ou même parfois un antibiotique, bizarrement, qui a des propriétés prokinétiques, c'est-à-dire qui va améliorer la motricité de l'estomac, qu'on appelle l'érythromycine, dont je vous reparlerai quand on abordera le petit intestin ou intestin grêle. Alors il y a des techniques également qui permettent d'améliorer la vidange de l'estomac. Vous avez ici sur la photo de gauche un aspect d'estomac d'ailleurs avec des plis inflammatoires, mais vous apercevez au loin là, le pylore qui est la sortie, le verrou de la sortie de l'estomac. Eh bien chez les estomacs qui sont paresseux, on peut par voie endoscopique, encore une fois, alors que précédemment il fallait opérer les patients, faire ce qu'on appelle une pyloroplastie, c'est-à-dire sectionner par voie endoscopique le muscle qui va fermer la sortie de l'estomac pour qu'il demeure béant et que plus facilement le contenu de l'estomac s'évacue. C'est une façon de lutter contre la gastroparésie dont on dispose désormais. Donc la gastroparésie, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à identifier. Est-ce que c'est du reflux? Est-ce que c'est de la gastroparésie? Est-ce que c'est du pyrosis? Mais c'est une réalité. On peut l'authentifier en faisant ce qu'on appelle une scintigraphie de vidange gastrique. On fait prendre un menu, un repas qui est marqué et dont on va pouvoir suivre le marqueur en faisant une scintigraphie, c'est-à-dire une mesure de la radioactivité qui est très faible bien sûr, et qui permet de dire si, en l'occurrence, ce menu s'évacue en temps ou s'il y a un retard à la vidange gastrique qui authentifie à ce moment-là la gastroparésie. Une autre complication qu'on peut avoir chez le patient sclérodermique, c'est une inflammation, vous voyez, ce qu'on appelle un estomac pastèque, et des plis qui sont rouges, là au sommet, les plis érythémateux rouges qui sont radiaires vers le pylore qui est la sortie de l'estomac. Figurez que ça représente finalement une pastèque avec des couleurs qui sont bien entendu différentes. Et donc on appelle ça l'estomac pastèque. Ça peut donner des douleurs et puis ça peut se mettre aussi à saigner, ce qui, sur la photo de droite, explique qu'on fasse de l'électrocoagulation. Vous voyez, on va coaguler les zones qui auraient tendance à saigner et à faire que le patient développe une anémie et que, au cours d'une endoscopie, on découvre un saignement chez le patient. Mais c'est à vrai dire beaucoup plus rare que la gastroparésie. Alors, poursuivons, vous avez ici donc le petit schéma qui représente l'estomac, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, et puis vous avez ensuite 3 à 6 mètres d'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le petit intestin, c'est celui qui nous sert à absorber les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines, les oligo-éléments qu'on absorbe afin de se nourrir, et qui est bien sûr vital à notre fonctionnement. Et bien au même titre qu'il peut y avoir de la gastroparésie, il peut y avoir de la parésie grélique, c'est-à-dire un grêle qui est paresseux, qui se contracte moins bien, qui fait moins bien progresser le bol alimentaire jusqu'à le temps qu'il soit digéré et absorbé. Et ça aussi, ça va être assorti d'une lenteur à la digestion, de nausées, de vomissements, de météorisme, c'est-à-dire de ballonnement. Et qui dit ralentissement du transit dans l'intestin grêle dit aussi pullulation microbienne, parce qu'il fait chaud, il fait humide, il y a des bactéries, et donc les bactéries vont se mettre à se multiplier, et l'abdomen du patient a augmenté de volume, et ça a un effet, c'est que les bactéries vont empêcher les sels biliaires qui sont sécrétés pour permettre l'absorption des lipides. Ça va déstabiliser l'absorption des lipides qui vont de ce fait-là ne plus être solubilisés dans l'eau et entraîner des troubles digestifs, de la diarrhée au patient qui est extrêmement invalidante, en sachant que si le grêle parétique, c'est-à-dire paresseux, va tendance à entraîner de la diarrhée, vous pouvez tout à fait avoir à l'étage du dessous
au niveau du côlon de la constipation. Et donc vous imaginez, vous avez un contenu liquide dans l'intestin grêle qui n'arrive pas à passer dans le côlon parce qu'il y a de la constipation. Et ça explique que vous vous mettiez à gonfler, à avoir des troubles digestifs, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements. Alors, au même titre que la gastroparésie, on peut donner des prokinétiques, c'est-à-dire de l'érythromycine, cet antibiotique dont je vous ai parlé tout à l'heure. On vérifiera au préalable qu'il n'y a pas d'hypomagnésémie et que l'électrocardiogramme est correct, parce que cet antibiotique peut parfois, dans un contexte d'hypomagnésémie, entraîner des troubles du rythme. Il y a des médicaments tels que la sandostatine qui vont diminuer les sécrétions gastriques et gréliques, et donc en diminuant le volume de liquide, améliorer les symptômes du patient. C'est des produits qui malheureusement doivent être injectés, avec des formes qui sont injectées soit 1 à 2 fois par jour, soit lorsqu'elles ont fait la preuve de leur efficacité, peuvent être administrées 1 fois par mois, c'est-à-dire une injection retard qu'on renouvelle mensuellement. Et puis je vous ai dit que c'était cet organe qui nous permettait de nous nourrir, d'absorber les nutriments, et si ça se met à fonctionner, la manifestation peut être tout simplement, parce qu'on réduit son alimentation, un amaigrissement, et un amaigrissement au cours d'une sclérodermie doit se faire poser la question, surtout si c'est dans un contexte d'inconfort digestif, de nausées, de ballonnement, d'une atteinte du grêle qu'il faut à ce moment-là explorer, authentifier et traiter. Traiter, ça peut être le traitement médical dont je vous ai parlé, et c'est parfois à l'extrême, mais ça reste heureusement une exception, un traitement chirurgical qui consisterait à enlever le morceau d'intestin qui ne fonctionne plus du tout et qui fait que le patient n'arrive plus à s'alimenter, à des troubles digestifs. Alors la pullulation microbienne, c'est un vrai sujet dans ce contexte de parasites du grêle, et il est tentant pour les médecins de donner à ce moment-là des antibiotiques qu'on va prendre par voie orale et qui vont détruire en quelque sorte une partie des bactéries qui se mettent à proliférer et à fabriquer de l'eau et du gaz. Et c'est vrai que souvent on entend parler d'amoxicilline, de métronidazole, qui sont des antibiotiques qui sont volontiers donnés avec la contrepartie que ces antibiotiques vont être absorbés par l'intestin, passés dans le sang, et ce qui n'est pas forcément utile parce qu'on veut juste à ce moment-là diminuer le nombre de bactéries qu'il y a dans l'intestin, avec aussi ce désagrément que, à force de donner ces antibiotiques, on peut ce qu'on appelle constituer des résistances, c'est-à-dire des bactéries qui vont devenir résistantes à ces antibiotiques qui, avec le temps, deviendront de moins en moins efficaces. Et c'est pour ça que, en général, on préfère nous donner un antibiotique qui n'est pas absorbé par l'intestin, c'est-à-dire qu'il ne fait que passer, il ne va pas passer dans le sang, qui a un spectre large, c'est-à-dire qui va tuer un tas de bactéries différentes et qui favorise peu la constitution de bactéries résistantes. Cet antibiotique, c'est la gentamicine, qui parfois donne des effets spectaculaires à des patients qui ont des vies impossibles, avec des météorismes abdominaux, avec des douleurs, avec des diarrhées. Donner une petite ampoule de gentamicine le matin et le soir pendant 3 jours, et de façon spectaculaire, les symptômes s'améliorent parce qu'en réduisant le nombre de bactéries, on va réduire la production de gaz, réduire la production d'eau par ces bactéries et améliorer spectaculairement l'état digestif des patients. Donc ça, c'est un petit truc qui fonctionne pas mal et qui mérite en tout cas d'être essayé pour voir si ça peut être utilisé au long cours. Alors, de base, on fait 3 jours de traitement et puis, par expérience, les patients parviennent à interrompre l'antibiotique 10-15 jours avant de reprendre parce que les symptômes réapparaissent de nouveau. Et on peut faire ça pendant des années, et certains patients, c'est vraiment salvateur, cette gentamicine, qui ne constitue d'ailleurs aucun risque parce qu'elle ne passe pas dans le sang, d'être consommée au long cours pour améliorer ses symptômes. Alors, non moins important et non moins enquiquinant, c'est la constipation. La constipation, qu'on a tendance en général à restreindre au fait qu'on ait moins de 3 selles par semaine, mais la définition de la constipation est bien plus précise que cela. La constipation, c'est aussi
des selles dures, c'est aussi un temps d'exonération, c'est-à-dire des efforts prolongés pour obtenir la selle, ou une sensation de selle incomplète. Et savoir aussi, et ça c'est un piège extrêmement fréquent, que le fait d'avoir des selles liquides n'élimine en rien une constipation. Et c'est très important lorsqu'on a une selle liquide, qu'on a ce qu'on appelle une débâcle diarrhéique, de connaître quel était le transit dans les jours qui ont précédé. Si vous êtes resté 4 ou 5 jours sans aller à la selle et puis que tout d'un coup vous avez 5-6 selles par jour liquides, c'est ce qu'on appelle de la fausse diarrhée. Vous évacuez finalement le trop-plein parce que de la même façon, il y a des bactéries dans le gros intestin et les selles séquestrées pendant trop longtemps vont favoriser la pullulation microbienne. À différencier de la vraie diarrhée qui là est en général, quand elle est chronique, quotidienne et qui ne va pas être entrecoupée de périodes où le transit va se ralentir. Alors ça c'est extrêmement important parce que si vous êtes constipé et que vous avez des débâcles diarrhéiques et que malheureusement intuitivement vous traitez ces débâcles diarrhéiques par des constipants, c'est-à-dire de l'imodium, du loperamide, eh bien vous allez préparer la constipation suivante et de nouveau avoir une débâcle diarrhéique encore un peu plus importante. Donc c'est extrêmement important en cas de débâcle diarrhéique de traiter avant tout la constipation et surtout de ne pas prendre de ralentisseur du transit. Ça c'est plus facile à dire qu'à faire. On va revoir comment on peut traiter une constipation, mais il y a un certain nombre de malheureusement patients atteints de sclérodermie. On considère que c'est jusqu'à une trentaine de % qui sont victimes d'une incontinence fécale, c'est-à-dire que si la sclérodermie retentit sur le sphincter inférieur de l'ésophage et qu'il est plus très continent pour empêcher le contenu de l'estomac de remonter dans l'ésophage, eh bien le sphincter anal, il en est de même chez les patients, certains patients sclérodermiques, et ils vont avoir du mal à contrôler ce sphincter. Et comprenez que lorsque vous avez un sphincter anal qui commence à dysfonctionner et que vous êtes souillé, que vous avez des pertes fécales inopinées, vous n'allez avoir qu'une seule obsession, si je puis dire, c'est contrôler votre transit. Et contrôler votre transit, c'est peut-être être constipé et n'avoir une selle qu'une fois par semaine pour éviter d'avoir des incidents de la continence fécale. Vous voyez que c'est pas si simple parce que on dit aux patients qui sont constipés, et Dieu sait si c'est fréquent en cas de sclérodermie, eh bien oui, il faut boire correctement. Vous pouvez même boire de l'eau au départ qui contient du magnésium qui va favoriser le transit. Vous pouvez avoir une activité physique régulière parce que ça favorise le transit. Vous pouvez manger des fibres alimentaires, mais à dose progressivement croissante parce que quand vous êtes constipé et que vous introduisez des fibres, c'est souvent assez mal toléré. Vous pouvez faire à la position que vous avez sur le toilette pour faire la selle et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un petit banc qui permette de poser les pieds sur le banc et de permettre physiologiquement une position qui favorise et qui simplifie la défécation. Et puis, vous pouvez aussi nécessiter une prise en compte de la désorganisation de ce qu'est une défécation. La défécation, ça a l'air trivial comme ça, mais c'est comme la déglutition, c'est quelque chose d'assez subtil avec des verrous qui doivent s'ouvrir, se fermer de façon coordonnée. Et si vous êtes constipé, vous avez tendance à faire des efforts de poussée extrêmement importants et à désorganiser la coordination de ces différents sphincters. Ce qu'on appelle de la dyssynergie anorectale, au-delà du fait qu'à force de faire des efforts de poussée, vous pouvez favoriser l'expulsion d'une partie de la muqueuse qu'on appelle la rectocèle en dehors du canal anal. On montrerait une photo un peu plus loin qui va participer en soi, au-delà du désagrément qu'elle provoque, à la constipation du patient. Donc c'est important de réapprendre, si je puis dire, à faire une selle correctement. Et d'ailleurs, on peut rééduquer, ça se rééduque. On n'est pas sans ressources face à cette dyssynergie anorectale. Faire attention aussi à des choses simples. Les hypokaliémies, qui peuvent être entraînées entre autres par les diurétiques, ou les hypomagnésémies, sont des facteurs importants de constipation. La première chose à faire chez un patient qui est constipé, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas
d'hypokaliémie, d'hypomagnésémie et bien entendu de la corriger si elle existe. Alors, au-delà de ça, il y a des tas de médicaments, je vous en ai mis quelques-uns, qui peuvent favoriser la constipation. Je vous ai parlé tout à l'heure des diurétiques, par exemple le furosémide, ben c'est via l'hypokaliémie qu'il va entraîner, par exemple. Et donc, il faut tant bien que mal en tenir compte et, si possible, substituer lorsque c'est possible les médicaments ou en tout cas prendre en compte cette constipation. Et là, on s'y perd un petit peu. Parce que des laxatifs, il y a plus de 150 spécialités. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, et c'est intéressant tout de même de défricher, si je puis dire, l'ensemble de ces spécialités disponibles. Par grand type de laxatifs. On a ce qu'on appelle les laxatifs osmotiques. Ce sont des laxatifs qui vont faire un appel d'eau dans l'intestin et en faisant un appel d'eau, favoriser l'élimination des sels. Alors vous connaissez certainement le macrogol, qui a un effet hydratant. Il y a des sucres non absorbants, alors c'est sucré au goût. Par exemple, le lactulose, vous pouvez le mettre dans votre café, vous pouvez le mettre dans votre yaourt nature, et ça va vous sucrer votre yaourt aussi bien qu'avec du sucre, et en même temps traiter votre constipation. Il y a les sels de magnésium, hydroxyde de magnésium, il y a du magnésium dans le départ, mais il y a des laxatifs à base de magnésium. Tout ça sont des laxatifs osmotiques qui vont faire un appel d'eau. Et puis il y a des laxatifs de lest qui vont augmenter le volume de la selle, qui vont la rendre en général moins compacte et permettre une meilleure évacuation. Il y a ce qu'on appelle les émollients ou lubrifiants, c'est l'huile de paraffine. L'huile de paraffine qui va permettre à la selle de glisser plus facilement. Et puis il y a les derniers qu'on n'aime pas utiliser parce que ils ont une efficacité certaine, mais ils sont surtout agressifs pour la muqueuse colique. Et au fur et à mesure des années, ils sont susceptibles d'endommager finalement la paroi de l'intestin et potentiellement de, à terme, être contre-productif et favoriser une constipation parce que un intestin qui est agressé, c'est comme un œsophage qui est agressé, il va cicatriser en se rétrécissant et finalement favoriser la constipation. Alors une mention spéciale pour la gomme de guar hydrolysée. Alors je ne vais pas faire de pub, mais il y a ce produit qui s'appelle Optifibre, c'est le seul à mon avis disponible, délivré sans ordonnance à la pharmacie. C'est de la gomme de guar, c'est une fibre végétale, ça n'est pas un médicament en tant que tel, c'est pour ça que c'est délivré sans ordonnance, qui est insipide, qui n'a pas de goût, qui se présente comme de la poudre, comme du lait en poudre en quelque sorte, et 1 gramme de cette fibre a la capacité de retenir plus de 20 fois son poids en eau. Et l'idée, c'est lorsque vous mettez cette fibre dans votre café, dans votre yaourt, dans votre compote, dans votre jus d'orange, vous touillez un peu, et bien vous allez pouvoir absorber cette fibre de façon indolore parce qu'elle n'a pas de goût, et avec 1, 2, voire 3 cuillères mesure par jour, régulariser votre transit. Parce que s'il y a trop d'eau dans l'intestin à ce moment-là, ça va tendance à gélifier la selle, et s'il n'y a pas assez d'eau dans la selle, ça va tendance à l'hydrater et la rendre dans tous les cas plus facilement évacuable. C'est ce qu'on appelle un régulateur du transit, sans devoir forcément recourir à des laxatifs qui sont des médicaments, en sachant qu'on peut aussi associer les spécialités. On peut prendre un sachet de lactulose, un demi-sachet de macrogol et puis une cuillère mesure d'huile de paraffine ou de l'optifibre plus etc., etc. Et donc le secret dans les troubles du transit, c'est de comprendre que ce qui se passe au moment où vous allez à la selle a été défini parce que vous avez mangé les 3-4 jours précédents, ce que vous avez pris comme traitement les 3-4 jours précédents. Et donc ne pensez pas que quand vous avez une diarrhée, une débâcle diarrhéique, le traitement que vous allez prendre à l'instant T va être efficace tout de suite. Il va être en général efficace avec toute l'inertie de la durée de votre transit intestinal. Et de la même façon, pour imaginer qu'un traitement laxatif ou qu'un traitement régulateur du transit soit efficace, il faut essayer de le prendre le plus régulièrement possible, c'est-à-dire tous les jours. Parce que si vous le prenez au moment où vous êtes constipé, il va mettre des jours avant d'être efficace. Et donc c'est souvent le piège qu'ont les patients, c'est de penser que le traitement, le laxatif, le constipant, il va être miraculeux et agir tout de suite. Ce n'est pas du tout le cas, il y a toujours une inertie qui est importante.
Quelques mots sur les suppositoires et autres lavements qui peuvent être un appoint. Très clairement, lorsque vous n'avez pas eu de selle depuis 48-72 heures, c'est peut-être le temps de faire un éductile, un suppositoire à libération gazeuse, c'est peut-être le temps de faire un microlax ou un normacol. Déconseille en l'occurrence le suppositoire glycérine qui a souvent bonne presse, mais qui, avec le nombre des années, lorsqu'il est utilisé trop souvent, peut entraîner un rétrécissement du canal anal qui finalement, vous l'avez compris, ne ferait que compliquer l'obtention de selles régulières et favoriser la constipation. Et donc, encore une fois, le secret, c'est la régularité si vous voulez contrôler votre transit et certainement améliorer votre trouble digestif haut, parce qu'encore une fois, ce qui se passe en bas détermine ce qui va se passer en haut. C'est de la tuyauterie de haut en bas, et à un moment, si ça ne s'évacue pas, eh ben, ça reflue par le haut. Alors, voici un rectocèle, un prolapsus rectal d'un patient qui a fait pendant des années des efforts de poussée, qui a un sphincter anal qui est atteint par la maladie, et puis hop, il va finalement faire protrusion de la muqueuse au travers du canal anal, et c'est bien sûr extrêmement gênant. Ça va favoriser la constipation et être pourvoyeur, pourquoi pas, d'incontinence fécale. Alors l'incontinence fécale, je l'ai évoqué, ça touche jusqu'à un patient sur 3, c'est lié au même titre que le reflux par une atteinte de l'innervation, mais l'innervation en l'occurrence du sphincter anal en particulier, qui permet de maintenir la continence, de ne pas être souillé par les selles, et c'est souvent amplifié par le fait qu'il y ait une désorganisation de la défécation du patient liée à son passé de constipé. Alors, on a des traitements pour lutter contre cela. La première étape, c'est d'abord de reconnaître le symptôme. On a des examens tels que la manométrie anorectale, tels que la défécographie, qui vont permettre d'objectiver le trouble et de dire surtout s'il est accessible à une rééducation. Et dans la rééducation, il y a une technique qui est bien connue qui s'appelle le biofeedback, qui va consister à faire des enregistrements de ce qui se passe lorsque vous avez la continence ou lorsque, au contraire, vous allez à la selle, pour vous rééduquer lorsque c'est désorganisé ou pour renforcer les sphincters qui méritent de l'être. Vous voyez ici, par exemple, sur ces graphes en haut à gauche, vous avez un patient qui a une incontinence fécale et qui va être rééduqué avec le biofeedback. Et vous voyez que ici, au niveau du rectum, eh bien, il y a une contraction du rectum qui va favoriser l'épisode d'incontinence qu'on va arriver à abolir au prix de la rééducation. On va renforcer chez ce patient ce canal anal qui se met à avoir des contractions qui sont insuffisantes pour bloquer finalement le passage des selles. Et vous voyez qu'après rééducation, on a une contraction du sphincter anal qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus persistante et qui va au moins laisser le temps au patient d'aller à la selle sans être souillé de façon inopportune. Lorsque ça ne suffit pas, eh bien on peut proposer aux patients ce qu'on appelle des irrigations transanales. Ce dispositif qui s'appelle le péristine, qui consiste à laver l'intestin, les derniers centimètres du côlon, et qui va donner au patient les quelques heures d'autonomie pour aller faire ses courses, pour aller au restaurant, pour aller à la consultation, parce qu'il n'y a pas pire facteur d'exclusion sociale, familiale que l'incontinence fécale. C'est des patients, quand vous les interrogez, qui n'osent plus sortir de chez eux. C'est des patients qui, dès qu'ils sortent, n'ont qu'une idée, c'est de savoir où se trouvent les toilettes publiques. C'est des patients qui vont plus accepter de voir des amis et qui vont finalement payer un tribut extrêmement important en termes de qualité de vie. Alors, j'ai parlé de l'irrigation transanale. Il y a certains patients aussi qui pourront utiliser les tampons anneaux.
qui, grâce à cela, se sentiront en sécurité et pourront sortir plus librement de chez eux lorsque le biofeedback n'aura pas été suffisant pour contrôler les choses. Donc, oui, c'est un peu tabou de parler de l'incontinence fécale à son médecin, mais en même temps, si vous n'en parlez pas, vous allez vivre avec cela au quotidien et vous replier sur vous-même et avoir un retentissement extrêmement important en termes de qualité de vie. Cette maladie est déjà, pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment, suffisamment à vivre, difficile à vivre, sans pour ça en rajouter avec l'incontinence fécale. Alors en conclusion, bien oui, l'ensemble du tube digestif peut être atteint en cas de sclérodermie, depuis la bouche jusqu'à la marge anale, on va le voir. Souvent, au devant de la scène, le reflux gastro-œsophagien qui est très fréquent, mais pensez aussi qu'en cas d'amaigrissement, d'inconfort digestif persistant, il peut y avoir une atteinte grélique qui mérite une prise en charge. Oui, l'atteinte colique est extrêmement fréquente également, sous la forme de troubles du transit, d'alternance diarrhée de constipation chronique. N'oubliez pas de bien différencier ce qui est la fausse diarrhée suit un épisode de constipation, à différencier de la diarrhée elle-même, qui n'aura pas le même traitement, bien entendu, en sachant que en cas de constipation chronique, ça va forcément retentir sur le tube digestif haut et en général majorer les symptômes de reflux. Et puis comprendre aussi que cette incontinence fécale, elle est extrêmement invalidante et qu'on a tout de même des moyens de la prendre en charge et donc d'améliorer la qualité de vie en cas de sclérodermie. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les conséquences digestives de cette maladie. Au revoir et peut-être à bientôt pour une autre webconférence. Merci.